Je m'appelle Philippe Van Rose et je suis directeur du développement des produits et des services de la société Vermarine, donc société qui œuvre en délégation de services publics pour les collectivités territoriales. On en a un peu parlé tout à l'heure, le sujet a été évoqué. En complément à l'intervention de la Fédération française de natation, tout simplement rajouter qu'aujourd'hui le parc des piscines publiques en délégation de services publics représente 10% du parc actuel, mais qu'on s'aperçoit que 50% des nouveaux projets sont dédiés quasiment à être mis en délégation de services publics. Voilà. Ça correspond à une évolution importante des communautés de communes. Les collectivités territoriales changent de dimension avec des projets plus importants et ça rend possible la conception et la construction d'équipements aquatiques de nature différente. Traiter de l'évolution de l'offre des activités aquatiques dans un contexte de mission de service public en mutation, pour citer le vrai titre que vous retrouverez dans les actes de ce colloque. C'est un peu en complément, un peu en écho et aussi un peu en réaction à l'article qu'avait publié Fabien et son collègue assez récemment dans les éditions Revue EPS. Une des questions que posait cet article, c'est faut-il innover toujours et innover à tout prix? J'essaierai de répondre à cette question en modérant un peu le propos et en m'appuyant toujours sur ce concept de mission de service public. Voilà, Fabien. Alors, un des éléments d'évolution, je suis désolé de commencer par quelque chose de désagréable, d'évolution des missions de service public, il est économique, il est financier. Aujourd'hui, l'argent est rare, il est rare pour tout le monde. Il se fait de plus en plus rare aussi pour les collectivités territoriales. En 10 ans, le modèle de couverture des charges par des subventions dites d'équilibre, puisqu'a priori un équipement de type piscine centre aquatique est plutôt déficitaire, a basculé. Vous voyez qu'on passe de 60% de couverture aujourd'hui à 40% de couverture des charges. Ce qui implique à la collectivité et pas au délégataire, parce que le vrai client, le véritable client du délégataire, c'est la collectivité territoriale. C'est elle qui établit le cahier des charges aussi bien de construction d'un équipement que le cahier des charges de gestion d'un équipement. Donc aujourd'hui, dans un contexte économique tendu, la collectivité territoriale est amenée à faire des choix. Mon travail, c'est de répondre à ce cahier des charges le plus pertinemment possible, mais ce sont les collectivités territoriales qui définissent les orientations de fréquentation et de choix d'activité, même si on est force proposition, bien évidemment, dans le cadre de la proposition d'activité. Voilà, Fabien, tu peux aller. Alors, la mutation des missions de service public, il y a le point de vue économique que nous allons voir rapidement, mais il y a aussi l'évolution des pratiques, j'ai envie de dire l'évolution de la pression, je peux dire la pression sociale. Il y a des missions et des activités traditionnelles. Tout à l'heure ont été évoquées dans ces missions les missions d'accueil du public scolaire, le savoir nager, objectif réaffirmé encore récemment par la mission interministérielle. On a l'accueil traditionnel du public sportif, les clubs, les associations. De tout temps, on a eu quand même tout simplement des baigneurs, des gens qui viennent à la piscine, qui ne sont pas d'excellents nageurs, qui partagent tout simplement un moment de plaisir, de loisir en public, les familles. Dissocions bien la fréquentation des piscines par les individuels, les groupes que j'ai évoqués, et cette nouvelle composante que constituent les familles. Autant nos clients sont les collectivités territoriales, que toutes ces personnes, toutes ces structures, toutes ces institutions sont nos usagers. Ce sont en même temps des administrés, ce sont en même temps les contribuables.
ils ont majoritairement participé par l'impôt au financement de la construction de l'établissement et ils continuent à participer au financement, cette fois-ci, de l'exploitation de l'établissement. Donc ils exercent aussi une certaine pression sociale, ils émettent des avis, des souhaits sur la pratique d'activités traditionnelles et d'activités beaucoup plus nouvelles. On a qualifié ce qu'on appelle, au-delà des nageurs et des baigneurs, les consommateurs d'activités. On a déjà commencé à évoquer ces activités. Elles sont autour de l'aquagym, des activités de bien-être, de fitness. Et nous verrons un petit peu plus tard dans le déroulé quelle est la nature et quelles sont la nature de ces activités et les réponses qu'on peut y apporter. Définir des produits et des services, tel est mon métier, c'est aussi penser à la politique tarifaire. C'est pas un établissement gratuit. Hein. Et cette politique tarifaire, elle s'effectue en fonction de la fréquence d'utilisation de ces équipements. Donc en reprenant tout simplement l'étude qui est encore aujourd'hui la plus fiable, qui est l'étude de l'Ipsos de 2007, on s'aperçoit qu'on a, alors c'est comme ça qu'on les appelle, les occasionnels, ce qui représente quand même encore un peu plus d'un tiers, sont des gens qui viennent 1 à 2 fois par an, voire 1 à 2 fois tous les 2-3 mois. Vous avez les réguliers, qui représentent presque 44%, qui viennent 1 à plusieurs fois par mois à la piscine, et puis les assidus qui viennent au moins 1 fois par semaine. Déjà, avec cette nomenclature, on va dire, de fréquentants, on voit à peu près les activités qu'on peut y associer. Il est évident que les nageurs, je ne parle pas forcément des nageurs qui s'entraînent en club, mais des nageurs qui viennent faire des longueurs tous les jours, ne sont pas un public occasionnel. Sur cette question de politique tarifaire, je disais que ces établissements ne sont pas d'accès gratuit, ils sont d'accès payant. Si vous prenez en comparaison l'évolution du prix d'entrée d'une piscine avec le prix d'entrée d'une séance de cinéma, vous verrez que le prix de la séance de cinéma a considérablement augmenté par rapport au prix d'entrée d'une piscine. La volonté des élus, des collectivités territoriales, demeure dans le maintien d'un tarif qu'on appelle tarif social, peu élevé, pour permettre d'accéder à ces équipements. Très bien, la suite. Alors, innover, tout à l'heure, je disais innover tout le temps, innover à tout prix et pour quoi faire. Est-ce que c'est pour autant renier des missions de service public traditionnelles et notamment l'accueil des scolaires? Ma mission, c'est d'innover, mais c'est aussi d'optimiser des concepts et d'optimiser l'accueil de tous les publics, y compris le public scolaire. Le savoir nager a évolué, y compris au sein de l'institution éducation nationale. Mais depuis toujours, la définition du savoir nager scolaire, qui n'est pas celle de la Fédération française de natation par exemple, c'est d'établir des liens entre toutes les disciplines d'enseignement de l'école. C'est ce qui différencie l'éducation physique et sportive de la pratique d'activités physiques et sportives dans d'autres structures. Donc une partie du travail, ça a été aussi de dire, ben voilà, on va vous faciliter la tâche. C'est important d'apprendre à nager, mais on va aussi vous faciliter la tâche pour aborder d'autres disciplines, créer des liens entre toutes ces disciplines. Donc vous avez le premier qui avait été créé, qui était assez rigolo, c'était comment apprendre à parler anglais en fréquentant la piscine, avec des outils traditionnels que maîtrisent parfaitement les enseignants des écoles, en adaptant tout simplement l'outil au milieu piscine. On parle beaucoup de développement durable. À la question d'un certain nombre de directeurs de piscine qui m'interrogeaient sur comment faire respecter le règlement intérieur. On va prendre l'exemple classique du passage sous la douche avant d'accéder au bassin. On peut dire, redire, et vous prenez les règlements intérieurs, et les règlements intérieurs ont quelque chose d'extrêmement intéressant dans l'analyse de la langue, c'est qu'ils sont toujours formulés sous la forme de négation. Il est interdit de, il est interdit de, il est interdit de, et éventuellement il est interdit de. Donc à cette question, associée à la problématique
du développement durable, avec nos amis et partenaires des éditions Revue EPS. On a créé un concours national, défini 7 étapes d'accès à la piscine et aussi pour en ressortir. Ce fichier correspond donc à la contribution de 700 réponses obtenues. Et aujourd'hui, c'est un fichier, alors je ne le dis pas sans fierté, qui est labellisé par l'Agence mondiale de l'eau, qui fait partie de la base de données internationale Solution for Water. Ce travail permet, au-delà de l'apprentissage de la natation, technique de nage, et je mets beaucoup de guillemets autour de ça, d'avoir une vraie politique d'accueil des scolaires. Le savoir nager, c'est encore une fois technique de nage, mais avec les éditions Revue EPS et aussi les représentants du sport scolaire du premier degré, qui est l'USEP, l'Union sportive de l'enseignement du premier degré, réfléchit sur ce savoir nager. Est-ce que savoir nager, c'est seulement apprendre à se déplacer en position ventrale ou dorsale avec des techniques de propulsion, ou est-ce que c'est aussi aborder par exemple la notion d'appui? J'ai entendu ce matin parler beaucoup d'appui et de glisse, et est-ce qu'on ne peut pas aborder ces notions au travers d'autres activités connues classiquement du milieu fédéral, mais beaucoup moins du milieu scolaire, que sont le water polo, la natation synchronisée, la natation subaquatique, et je garde le sauvetage comme dernière activité, qui est une activité pour laquelle j'ai beaucoup de sensibilité et qui constitue un des points forts de notre politique d'apprentissage de la natation au sein de la Société Vert Marine. Donc, innover, Fabien, oui, mais prendre aussi en considération et en améliorant les concepts d'accueil dans le cadre de missions de service public traditionnels. Vas-y. L'école de natation, activité traditionnelle aussi, hein, mais qui évolue beaucoup. Bon, elle évolue beaucoup parce qu'on n'a pas toujours connu les bébés nageurs, et on a peu développé aussi les activités à destination notamment des adolescents. Bon, même si le socle commun de cette catégorie d'activité reste l'école de natation. Notre vocation n'est pas de conduire, d'amener les enfants vers des pratiques compétitives. Ça n'est pas notre métier. Et de toute façon, nous ne pouvons pas. Nous ne sommes pas affiliés à la Fédération française de natation. Cette fédération fait parfaitement le travail au sein de ses clubs. Les enfants qui souhaitent pratiquer la natation en compétition relève de ses compétences. Si un des éléments qui pousse les parents à inscrire leurs enfants à l'école de natation, c'est avant tout apprendre à nager. Et on voit, nous, très bien le pic d'inscription aux alentours du mois d'avril, du mois de mai, parce que les vacances estivales se profilent, et que on va aller passer les vacances en bord de mer, que peut-être on va confier les petits à papy et à mamie qui ont une piscine, et qu'il faudrait peut-être s'inquiéter un peu de leur sécurité. Et la sécurité, dans ce cadre-là, ça reste quand même, le meilleur moyen, ça reste quand même d'apprendre à nager. Apprendre à nager, donc, ça reste une motivation profonde, et nous avons souhaité développer une école de natation dite plurielle et de loisirs, qui combine bien sûr l'apprentissage, le perfectionnement des nages, le sauvetage, j'y reviendrai encore tout à l'heure, et aussi d'autres activités qui correspondent, vous avez vu, aux grands domaines évoqués dans l'ouvrage qui a été présenté tout à l'heure. Alors, extrait d'un document qui s'appelle le livret de natation de l'école de natation Vert Marine, avec un petit focus sur le sauvetage, parce que savoir nager, c'est bien, préserver son intégrité physique, dans une dimension citoyenne élargie, apprendre à porter secours à quelqu'un qui est en détresse, c'est encore mieux. C'est une activité citoyenne, utile, et c'est une activité qui plaît énormément aux enfants, et encore une fois, aux enfants qui ne souhaitent pas intégrer une pratique compétitive. Donc ça s'inscrit dans une diversité des activités, en complément d'autres activités que vous avez vues. L'école de natation Vert Marine, il est possible de la pratiquer sur 6 ans. Donc des équipes de maîtres nageurs ont travaillé sur 6 niveaux d'acquisition,
qui sont pas donnés, et en parallèle, travaille aussi sur l'aspect prévention. Comment soutenir un appel téléphonique avec le médecin régulateur du SAMU. Il y a des éléments incontournables. Connaître la signification des drapeaux au bord d'une plage ou d'un plan d'eau. Connaître le numéro d'appel d'urgence. Voilà, un certain nombre de choses qui font que nous avons accordé une importance toute relative au sauvetage. Et cette année, nous organiserons pour la 6e fois notre opération nationale qui s'intitule Journée du sauvetage. Pendant une semaine, nous proposons des animations, des ateliers. Alors, la semaine du lundi au vendredi, plutôt à destination des scolaires et de notre école de natation. Et le week-end, ces activités sont proposées au grand public. Nous avons un partenaire qui est l'INPES. C'est une période pour nous favorable et pour eux aussi de diffusion de leurs documents de prévention. Même si cette opération est multi-partenariale avec les clubs locaux, de natation, de la 2F2S, les sapeurs-pompiers, des choses comme ça, parce qu'elle pourrait témoigner de l'intervention de la 2F2S sur une piscine. Toujours très, très enrichissant. C'est aussi une semaine de mise en valeur du métier de maître nageur. On l'a évoqué tout à l'heure. Ce métier est parfois et injustement dégradé. Quand vous avez la publicité qui s'approprie ce métier, où on retrouve un maître nageur en discussion au téléphone, voilà, ça fait sourire tout le monde, ça fait moins sourire les professionnels, et je trouve que c'est extrêmement dégradant. Donc c'est une semaine de valorisation de vrais savoir-faire, de vraies compétences professionnelles, dans un autre contexte que peuvent présenter les maîtres nageurs. Alors, activité qui a connu certainement le plus grand développement depuis une quinzaine d'années, ce sont les activités d'aquagym. Nous les avons structurées au sein d'un club qu'on appelle le club aquagym Vermarine, qui aujourd'hui propose, selon les établissements, jusqu'à 12 activités d'aquagym traditionnelles et d'activités de remise en forme sur appareil. On rentrera un peu dans le détail. 3 niveaux d'intensité. Aujourd'hui, je pense que c'est l'activité fléchée sport-santé par excellence. Chacun d'entre nous connaît les propriétés mécaniques et de pression de l'eau. Pour que on en fasse une activité d'excellence. Tous les chocs, vous savez, sont amoindris. La pression de l'eau permet à des personnes en déséquilibre, souffrant de problèmes d'équilibre, d'être un peu maintenues. On a un gainage quasiment naturel lié à l'eau. Et la principale évolution, tu peux changer de diapositive là-dessus, Fabien. La principale évolution, elle est bien sûr dans les contenus des activités d'aquagym, mais elle est surtout aujourd'hui dans les conditions d'enseignement. Vous savez très bien que l'évolution, elle est de type fitness, qu'un cours d'aquagym qui n'est pas chorégraphié, un cours d'aquagym qui n'est pas accompagné de musique, est aujourd'hui qualifié de ringard. Voilà. Alors, est-ce que ces activités, je reviendrai un peu après sur les activités de remise en forme avec appareil, est-ce que ces activités, pour revenir au titre de mon intervention, est-ce que ces activités s'inscrivent dans les missions de service public d'une collectivité? Moi, aujourd'hui, j'ai envie de dire oui. Quand on parle de sport pour tous, de sport santé, est-ce que on ne peut pas intégrer ces activités à des missions de service public? Au sens large, je pense que oui. Autre tendance, c'est la transposition des salles dites de fitness en milieu aquatique qui se pratiquent sous forme de circuit training aquatique. On dispose aujourd'hui d'un certain nombre d'appareils qui permettent ce genre d'activité. Je ne reviens pas sur tous les bienfaits et tous les avantages de l'eau dans ces activités. Comment on a conçu ces appareils? On les a conçus avec une société qui s'appelle la société Cardio, un excellent partenaire, et on les a conçus sur le principe des appareils de fitness en accès libre
extérieurs. J'avais pu, moi, participer à la commission de normalisation de ces appareils. Hormis les matériaux utilisés, un inox, ils sont conçus comme ces appareils, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de charge additionnelle, il n'y a pas de système de transmission. Et ce concept d'activité s'adapte à tous les publics, puisque sans charge, sans système de transmission, c'est l'engagement individuel de chacun qui crée l'intensité de l'exercice. Si on reprenait la pyramide des pratiques sportives, avec une base, pratiques sportives, occasionnelles et de loisirs, jusqu'au sommet de la pyramide, avec les pratiques sportives intenses et compétitives, ce produit convient tout à fait. On a des clubs qui aujourd'hui utilisent ce concept en phase de préparation physique, en phase de récupération physique, et j'allais dire d'un point de vue paramédical, en phase de rééducation fonctionnelle. Et il est bien évident que un sportif de haut niveau ne va pas s'engager de la même façon qu'une personne du 3e âge qui peut pratiquer cette activité. Il n'y a aucun risque. C'est son propre niveau d'intensité qui va lui permettre de pratiquer l'activité. Alors, le concept là, il est présenté avec 5 appareils différents. Dans la réalité, il y a 10 appareils, 2 séries de 5 appareils. Le rôle du coach, c'est bien sûr d'encourager, de solliciter et de procéder aussi à quelques corrections posturales. Je pense que la vraie tendance, en termes d'évolution des activités aquatiques, de remise en forme, c'est ce type d'installation. Et type d'activité qui n'est pas, j'allais dire, terriblement segmenté, encore une fois. C'est l'engagement physique de chacun qui fait qu'il trouvera une utilité à la pratique de ces activités. Voilà, repris en détail ces cinq appareils. Vous voyez, ils sont tout à fait équivalents à des appareils que vous retrouvez en salle de cardio-muscu sèche. Voilà. Et on est en phase de développement encore d'autres appareils. Ces appareils ont une spécificité en plus de leur activité intrinsèque, de compléter avec des accessoires, notamment des élastiques, donc qui permettent une diversité. Vous avez vu en introduction que d'ores et déjà, nous avons recensé 150 exercices différents avec 5 appareils. Voilà. Véritable mission de service public, qui est l'accueil des personnes handicapées. J'avais eu l'occasion de tester les propulseurs aquatiques, qui sont communément utilisés, vous savez bien, par les plongeurs, en piscine, d'un point de vue un peu plus ludique, et tout simplement en me disant que si les plongeurs utilisaient ces appareils pour réduire la quantité d'efforts à fournir, peut-être que pour des personnes handicapées, personnes à mobilité réduite, t'as un souci, Fabien ? Ça va partir. Pouvait peut-être leur permettre, non pas d'apprendre à nager, l'objectif il n'est pas là, c'est de revenir à la piscine et trouver assez rapidement du plaisir, et notamment les plaisirs qui sont associés à la glisse. Les activités aquatiques sont intimement liées à ce plaisir. Donc on l'a expérimenté, ça a fonctionné, et on l'a fait très récemment, la validation par 2 sportifs de haut niveau, Grégory et Fabien, qui sont multimédaillés aux Jeux Olympiques, champions du monde, champions d'Europe, et j'en passe. Je vous laisse écouter leur témoignage. J'ai un handicap qui est la paraplégie incomplète. Et pareil, j'ai une paraplégie aussi incomplète. Je suis médecin du sport, président du comité à Jeux olympiques, et c'est à ces 2 titres que je suis venu ce matin pour tester avec Greg et Florian le propulseur, voir comment on pouvait utiliser ce matériel et en tirer la quintessence, non seulement pour les personnes qui ont un handicap et un défaut de propulsion, en particulier des membres inférieurs, mais aussi, pourquoi pas, à terme,
pour d'autres personnes qui ont des pathologies qui les amènent à reprendre une activité, et en particulier aquatique. Et avec ce matériel, certainement, la facilité de retrouver un contact avec le milieu aquatique. Moi qui ne sais pas nager, donc j'ai pu tester le propulseur. Donc Grégory, vraiment pas nageur du tout? Non, pas du tout. J'ai pas peur de l'eau, mais je sais pas du tout nager. Parce que quand je me mets sur le ventre, je coule, mes jambes reviennent. Et donc, en essayant ce propulseur, j'ai pu apprécier les sensations de l'eau et pouvoir se déplacer dans l'eau. C'était quelque chose de très sympa et des choses que je ne pouvais pas faire avant sans le propulseur. Moi, c'était un peu plus difficile parce que vu que j'ai un problème à la main droite pour appuyer en même temps, mais on a vu qu'en bloquant l'accélérateur ou la petite gâchette là, c'est vrai qu'avec l'autre main, c'était vraiment super bien et super accessible. Donc voilà, comme disait Greg, c'est vrai que ça demande quand même un tout petit peu, un petit peu pas mal même d'effort physique. Ça veut dire qu'on a quand même l'impression de faire du sport, même si on bouge pas les bras, etc. Parce que pour la stabilité du bassin et du haut du corps, en tout cas, c'est quelque chose d'intéressant. On a pu voir qu'on pouvait aller sous l'eau, au-dessus, en dehors de l'eau, etc. Donc c'est quand même très très maniable, et à mon avis, c'est à creuser sur encore certains petits types de handicap pour que tout le monde puisse vraiment s'en servir et que ça soit vraiment accessible à tous, mais en tout cas on peut voir que sur des handicaps assez légers, c'est totalement accessible déjà dès comme ça. Alors Florian parle de handicap léger. Il est certain que par rapport à d'autres personnes qui ont des pathologies plus générales, cardiaques ou pulmonaires, ils ont certainement un handicap encore plus léger, et que ça peut certainement apporter un plus indéniable à leur possibilité de redécouvrir, de se refamiliariser au milieu aquatique. Avec Greg et Florian, il y a deux handicaps un tout petit peu différents, et Florian l'a évoqué, il n'a pas du tout de force au niveau des abdos. Et c'est vrai qu'au départ, on a même essayé avec une ceinture pour lui améliorer sa flottaison. Et puis dès qu'il a pu mieux appréhender la maniabilité de l'appareil, il a tout de suite eu des sensations qui lui ont permis et d'aller en plongée, de faire des virages, et surtout d'enlever la ceinture et de retrouver en fait certaines libertés. Greg l'a dit, il ne sait pas du tout nager, il a un handicap encore un peu différent, il a un peu de force sur une jambe. Mais c'est vrai que là aussi, très rapidement, et là sans ceinture, il a pu tout de suite utiliser le matériel et découvrir le plaisir de la glisse qu'il ne connaît pas puisqu'il ne sait pas nager. Voilà, merci Philippe. Oui, juste le mot de la fin sur cette activité qui est en phase de déploiement maintenant. L'objectif ultime, c'est une pratique partagée entre public valide et handicapé. On a développé déjà des parcours subaquatiques qui nécessiteront un apprentissage du pilotage, l'acquisition d'une finesse de pilotage, et qui devrait permettre, j'allais dire presque dans des conditions équivalentes, une pratique entre ces deux catégories de public. On peut dire. Et il est 17h05, 2 questions maximum, puisqu'après il faudra libérer l'amphithéâtre, parce qu'il va falloir qu'on le réaménage pour la soirée des champions. Donc 2 questions. C'est la fatigue de fin de journée ou c'est l'envie de voir les champions? On s'arrête là pour aujourd'hui. Une petite question, alors Pascal. Oui, Philippe, l'Aquapropulse, vous le proposez en accès libre, c'est-à-dire qu'on loue le matériel à l'entrée comme on louerait un matériel quelconque, ou est-ce que c'est forcément encadré? Comment vous l'envisagez? Alors, majoritairement, l'accueil des publics handicapés, que ce soit physiques ou mentaux, lorsqu'il s'effectue en groupe constitué, malheureusement, c'est un accueil sans proposition d'activité. Voilà, on leur met à disposition des lignes d'eau. Et l'idée, c'est d'intégrer ce matériel à la location des lignes d'eau, c'est-à-dire sans surcoût.
Je pense qu'aujourd'hui, il se passe peu, voire rien en termes d'accueil, d'activité, hein. On a tous bonne conscience, une fois qu'on a réglé les problèmes d'accessibilité à l'équipement et au bassin, que par contre, quand les personnes atteintes de handicap se retrouvent dans l'eau, bah, les déplacements sont raidis, voire quasiment nuls. Donc ça fera partie, pour nous, de la location, on va dire, de la ligne d'eau. Voilà, c'est de la mise à disposition gratuite.